Bonjour à tous, on est bien content de vous retrouver, mon ami Maxime Potard et moi-même Laurent-Frédéric Bollet pour un nouveau numéro de Green White Checker, saison 2, épisode 7. Mais avant toute chose, avant de vous détailler le sommaire de cette émission, un petit message perso pour souhaiter un très bon anniversaire à mon ami Maxime. Un peu de retard, mais bon anniversaire quand même Maxime. Bah écoute, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a quelques jours, j'ai enfin rejoint le club des trentenaires, donc ça fait plaisir. Merci à toi de le mentionner et j'espère que tu vas bien. Alors, malheureusement, je ne te rattraperai jamais, hein. On aura toujours cet écart, même si voilà, les années passent, mais merci, ça fait plaisir. Et bah écoute, ça va plutôt bien, plutôt chaud de te retrouver pour un nouvel épisode. On a un programme assez dense hein, cette semaine. Ouais, sympa. Alors tu as mis un polo, une chemise, je sais pas, mais on voit Eh que oui. ça fait référence peut-être à cette actualité un petit peu triste qui est survenue il y a quelques jours à peine, le décès de Frank Williams. On va en parler, car effectivement c'était une figure incontestablement de la Formule 1. Ça a été un peu l'époque où j'étais sur le terrain, donc tu me C'est ce qui permettras peut-être m'intéresse. quelques avis, d'accord. On va revenir sur ce Grand Prix du Qatar, en attendant cette grande finale F1 avec les deux derniers Grands Prix. Le huitième titre de Sébastien Ogier, de Julien Ingrassia en WRC. Oui, ça va me faire plaisir moi aussi de les féliciter, on va dire ça comme ça. Et puis, si vous voyez les deux petites images d'ores et déjà sous nos visages, vous savez qu'on va parler du WTCR. Encore une fois, la France à l'honneur, j'ose le dire, mesdames et messieurs. Et puis l'actualité du Supercars avec effectivement le champion de l'année 2021 qui est désormais connu, ça faisait plus guère de doute, mais bon, le fait est que mathématiquement c'est fait pour Shane Van Gisbergen. Voilà, un programme je pense assez copieux, intéressant, varié. Maxime, tu es bien installé, tu es prêt à discourir de tout cela? Tout est en place. J'ai mon petit verre d'eau si jamais je m'étouffe en évoquant les souvenirs de Frank Williams. Et puis voilà, la France à l'honneur. C'est vrai que c'est un beau programme. On va attaquer rapidement avec le Qatar, même si on n'est pas au cœur de l'actu. On est dans une semaine de transition avant, comme tu l'as dit, le sprint final et le dernier rush pour Verstappen et Hamilton. Mais bon, on va faire un petit point. Il y a eu pas mal de news. Oui, voilà. Allez, je te propose donc dans ce panorama du sport auto international, c'est bien l'ADN de cette émission Green White Checkered que vous suivez toujours aussi fidèlement et on vous en remercie. Eh bien, nous allons commencer comme la plupart du temps par la Formule 1 et donc nous abaissons le drapeau vert. C'est parti. Allez, la première partie donc de Green White Checkered, c'est pour parler F1. Il y avait bien un Grand Prix qui s'est déroulé, pas le week-end dernier, mais l'autre. Le Qatar, premier Grand Prix du Qatar de l'histoire. Bon, je te cache pas tout de suite que j'ai pas été époustouflé par le spectacle proposé sur le circuit de Losail, mais bon, peut-être que tu as bien kiffé ce Grand Prix, mais moi je me suis un petit peu ennuyé, je te le dis franchement. Enfin bon, tu vas m'en parler. Et puis dans quelques instants, donc on va faire un hommage à Frank Williams. Non, j'avais juste envie de commencer. C'est bien que tu aies mis cette photo justement. Là, j'avoue que je dis bravo et merci à Lewis Hamilton. Petit geste, mais quand même lourd de sens. Son casque aux couleurs arc-en-ciel pour défendre globalement les droits de l'homme et les droits LGBT. Je crois même maintenant on dit LGBTQ+. Bon, Tout à fait. oui, c'est ça. Et ben moi je dis chapeau, je dis bravo. Moi aussi, je suis un peu sensible à cette question des droits de l'homme. Je suis sensible à ces atteintes parfois, à des façons de s'exprimer ou de vivre sa vie qui sont pas encore dans certains pays de mise ou qui sont critiqués, ça me rend fou. Et ben là, je dis bravo à Lewis Hamilton, qui est sans doute le seul, effectivement, actuellement, à avoir possiblement ce rôle qui va au-delà de son sport et ce rôle un petit peu d'ambassadeur de certaines causes qui valent le coup. Donc voilà, c'était un petit coup, un petit coup de pouce là comme ça et de valeur que je voulais mettre en avant. Lewis Hamilton, merci et bravo. Voilà. Alors, Toi aussi. je te rejoins évidemment. Voilà, je te rejoins sur la démarche. Alors, au-delà du fait que le casque est esthétiquement magnifique, enfin, je trouve que ça Oui. donne En très très plus. bien. Juste ça, la cause qui est derrière et que défend Milton, non pas ce week-end pour faire genre comme on aurait pu le croire, mais depuis, je pense, quelques mois, quelques années maintenant, ce combat-là et bien d'autres ne peut être que simplement à mettre à toute sa noblesse et son rôle qu'il assume pleinement. Et donc, c'est vrai que on attend souvent Sébastien Vettel ou d'autres pilotes parfois pour un geste, un mot ou une réaction. Hamilton, on sait qu'il fera quelque chose, on n'en doute jamais maintenant. Je trouve qu'il le fait avec plutôt finesse et subtilité. Et c'est voilà, tout à l'image de son personnage aujourd'hui en F1. C'est-à-dire Ouais. percutant quand c'est nécessaire, mais retenu quand il le faut. Hmm.
Alors, Lewis Hamilton, pour enchaîner sur le volet sportif, a donc continué, tu le sais aussi bien que moi, sur sa lancée d'Interlagos et a donc remporté de manière relativement implacable ce Grand Prix du Qatar. La pole, il a été en tête tous les tours. On n'a jamais senti, Maxime, que c'était un autre pilote qui allait gagner. En aucun cas, Hamilton n'a été gêné dans le déroulé de son week-end et ça change un petit peu depuis donc le Grand Prix du Brésil. On peut parler de dynamique maintenant après 2 courses. Alors c'est un peu facile comme raccourci, mais c'est un petit peu le 3e poumon du champion. Tu sais, tu parlais de sprint final tout à l'heure en introduction. On sent qu'ici Hamilton, il a repris toutes les bases de ces quelques dernières années où il s'est battu pour le titre. Alors, il n'y a pas eu de grands duels, effectivement, chaque année, mais on reprendra peut-être 2016-2017 avec Ferrari, où il a su renverser la vapeur, inverser la tendance et remettre toutes les cartes, en tout cas étoffer son jeu pour les dernières manches. Il a un nouveau moteur, il a la possibilité de compter aussi sur son équipe qui désormais ne laissera rien passer du côté de chez Red Bull avec le moindre orteil de travers, ce sera une plainte déposée. Alors c'est le beau jeu et ça fait plaisir à voir dans un sens, même si on titille peut-être sur des détails. Je trouve qu'on est arrivé de nouveau cette saison à un point culminant de duel entre 2 équipes qu'on n'avait plus connu depuis très longtemps. Alors je ne sais pas si tu feras ce comparatif, mais moi je remonte un petit peu à l'époque Schumacher-Alonso, tu vois, les saisons 2005-2006, où on avait vraiment un duel entre 2 équipes, 2 champions du monde, et avait malgré tout ce côté... Le jeune loup qui vient déranger avec Alonso quand il remporte ses 2 titres, il est encore très jeune. C'est un peu le Verstappen de l'époque, et Hamilton, c'est un peu Schumacher, c'est-à-dire celui qui est posé, qui est établi, mais qui a, quoi qu'il arrive, le dernier mot souvent à la fin de l'histoire. Est-ce qu'Hamilton l'aura encore cette année ? Pas certain. En tout cas, on peut les considérer comme à égalité. Preuve en est, on a vu Hamilton depuis quelques jours poster des stories sur Instagram de lui au simulateur. Il faut savoir qu'Hamilton et le simulateur, c'est pas une grande histoire d'amour, mais on sent que là, tout peut tellement se jouer sur un point, à demi-point même presque à la fin de l'année, que je pense qu'il ne va absolument rien lâcher. C'est parfaitement dans son caractère. Donc on le retrouve bien, égal à lui-même, c'est-à-dire très fort dans l'adversité quand ça ne va pas. Non, mais force est de constater, et si déjà on embraye un petit peu sur les perspectives, parce qu'au niveau des faits de course, on va revenir peut-être sur 1 ou 2 trucs après, mais si on se projette déjà sur cette fin de saison, qui est évidemment le topic principal, j'ai envie de dire, c'est incroyable, comme quoi depuis le Brésil, la dynamique, je reprends ton mot, semble s'être inversée. Et là, on en est, si vous êtes fan de Verstappen, j'ose penser que vous êtes inquiet. Moi, j'ai souvent dit que je pensais que Verstappen serait champion du monde cette année, avec un sous-entendu que sans doute il le méritait au nombre de ses victoires, qui reste encore plus important qu'Hamilton, mais la dynamique s'est complètement inversée. On a vraiment le sentiment depuis Interlagos, depuis cette démonstration implacable qu'il nous a assénée dans la course de qualif et dans le Grand Prix qui a suivi, qu'effectivement il est irrattrapable, il est trop fort, il est redevenu imbattable pratiquement. Alors ça a été moins ça a été moins marquant, on va dire peut-être au Qatar qu'au Brésil, où là il surfait, c'était hallucinant. Mais on a appris aussi qu'il avait repris un ancien moteur et que son moteur d'Interlagos, il allait le récupérer en Arabie Saoudite. Et là j'ai envie de dire, mais c'est fini, il n'y a plus de match. Il va pulvériser tout le monde sur les 2 derniers Grands Prix. Et effectivement, Hamilton va être 8 fois champion du monde. Alors est-ce que je suis trop optimiste pour lui ? Est-ce que je suis trop pessimiste pour Verstappen ? Mais c'est vrai que je crois que tout le monde ressent là une force qui a l'air d'être incontournable, quoi. On parlait de l'ascendant psychologique de Verstappen. Tu as évoqué son nombre de victoires. On est à 9 succès contre 7 pour Hamilton. Verstappen, on ne peut pas dire qu'il s'est vu trop vite champion du monde. Je pense qu'il a eu 2 coups d'arrêt avec Silverstone et avec Monza où il aurait pu véritablement pas creuser le trou, mais c'est exagéré, peut-être creuser la tombe d'Hamilton en disant voilà, ses espoirs étaient terminés, et il aurait peut-être pas abordé certains autres Grands Prix de la manière dont il l'a fait. Maintenant, Hamilton, dans la situation dans laquelle il a tout ce qu'il faut pour sortir sa rage, c'est-à-dire qu'il a une voiture fiable, il a de la mécanique derrière lui qui va tenir avec ce nouveau moteur qui pourra tenir et l'Arabie Saoudite et surtout le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Ce moteur qui a été épuisé, qui a été travaillé par Bottas, il en a payé les conséquences au cours de la saison, mais c'était son rôle et on le savait chez Mercedes. Aujourd'hui, Hamilton, il a la baraka, c'est un peu peut-être convenu comme expression, mais il est le chasseur au classement général. Il est celui qui doit aller rechercher le titre et il adore ça. Et on l'a vu en un week-end à Sao Paulo, on va le voir en 2 week-ends, je pense, en fin de saison. Et tu disais que les fans de Verstappen peuvent trembler. Je peux te dire qu'actuellement, c'est un peu la fête dans la tête de tous ceux qui sont supporters d'Hamilton parce que ils le savent, il est plus fort que jamais dans ces moments-là. Là où Verstappen doit, je pense, encore apprendre. Alors oui, en tant que
supporter de Verstappen, je prendrai effectivement ce titre avec grand plaisir. Mais le bien du sport, c'est finalement la saison à laquelle on a assisté. J'ose simplement espérer que ça ne va pas se terminer à la Silverstone ou à la Monza. Ouais. C'est ce que je crains tout de même. Et je crains plus un final dans ce sens-là du fait, en tout cas d'un geste de Verstappen, que de Lewis Hamilton, sache-le. Oui. Je trouve qu'il peut être là plus fébrile et montrer justement que si on arrive à égalité et qu'il y en a un qui doit abandonner, s'il y a contact, là où Schumacher était excellent, alors le comparatif de nouveau avec Michael Schumacher, mais là où Hamilton va donner peut-être un coup de roue, résister, bah lui sa suspension ne cassera pas alors que Verstappen terminera peut-être plié en deux. Et j'ai peur de ça, j'ai peur d'un finish comme celui-là, en tout cas ça n'enlèvera pas le formidable duel que l'on a et que l'on aura, je l'espère, encore l'année prochaine. Alors il reste 2 Grands Prix. Toi, tu avais évoqué le fait qu'on pouvait mettre un Grand Prix partout avant d'arriver à Sao Paulo. Totalement. Non, mais finalement peut-être pas, parce que voilà, on verra ce week-end si ta perspective est juste et si cette dynamique peut encore être endiguée par Verstappen. Je pense sincèrement que oui. Si ça n'est pas le cas ce week-end, je pense que c'est terminé. Non, mais j'avais été influencé, tu sais, comme quoi, là, c'est là qu'on est toujours étonné. Le Qatar, je pensais que ça serait moins rapide, effectivement. Pourquoi ? Parce que j'étais influencé par le spectacle MotoGP. Évidemment. Oui, alors d'accord, en vitesse, en ligne droite, ils sont à 350, c'est fabuleux, mais dans les virages, ça semble plus lent. Et du coup, je me disais, c'est un circuit un peu plus sinueux qu'on croit. Et non, avec les F1 et les appuis qu'elles ont de façon moderne, ça passait à plus de 200. Alors justement, Jeddah, je le vois un peu plus appuyé avec ses enchaînements. Alors, ma valeur en tant que joueur de jeux vidéo sur le circuit en virtuel dans le jeu de Formule 1 a vu que par rapport à ce qu'on avait à Losail sur d'autres simus, ça me paraît quand même un petit peu plus enchaîné, un peu plus enroulé, un peu plus sinueux, et c'est là où peut-être la Red Bull et son train pourraient faire avec son rake un peu plus le travail, surtout contre les murs. On sait qu'en circuit urbain, la Mercedes n'était pas forcément à son pinacle, on va dire, de performance cette saison. Donc, wait and see. Je mettrai tout de même une pièce sur Verstappen ce week-end en Arabie Saoudite, mais alors là, ça nous parle. Si Verstappen gagne l'Arabie Saoudite, quelle exceptionnelle finale ça nous annonce lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, qui d'ailleurs sera retravaillé pour un circuit plus rapide et donc un peu plus peut-être voué aux Mercedes. Donc voilà, pas mal d'interrogations, mais on a hâte. Voilà. Et donc, bah écoute, on se retrouvera, je le dis déjà, pour le prochain numéro de Green Watch Checker. Ça y est, le verdict aura été délivré de cette saison. Attention, hein, on aura peut-être un champion du monde, hein, s'il se passe quelque chose à comme Jeddah. Mais comme les deux grands prix s'enchaînent, quoi qu'il arrive, notre prochaine émission, Maxime, elle est après. Oui, tout à fait. Mais on aura peut-être un champion du monde qui sera établi depuis une semaine, si jamais. Bon, on ne le souhaite pas, bien sûr. Mais Verstappen, techniquement, peut être champion du monde à Jeddah. Donc, voilà, c'est ça. Alors on verra bien. Pas de l'être, ça c'est sûr. Tout à fait. Bon. Sinon, je pense que tu es comme moi, juste pour dire, l'accessite, le tableau d'honneur de ce Grand Prix du Qatar, c'est aussi pour Fernando Alonso. Exceptionnel. Qui monte sur le podium à 40 ans, ça y est, il l'a fait, fabuleux, avec toute la hargne, et puis une solidité à toute épreuve. Alors, juste, entre parenthèses, moi je dis Verstappen quand même chapeau, parce que rappelons que dans les péripéties de ce Grand Prix, il y a eu sa pénalité de 5 places, et que t'es comme moi, en 5 tours c'était réglé, Verstappen était revenu deuxième, bon voilà. Avec une grosse frayeur au moment du départ face à Alonso, où ça aurait pu déjà très mal se finir. Verstappen, il est resté, comme on dit, pied dedans, il fallait quand même passer à l'extérieur de l'Alpine. Ouais. Voilà, mais encore une fois, on a eu vraiment eu ce sentiment qu'il y a vraiment les deux, et puis un peu le reste, faut être honnête, là, ça c'était encore... Oui, et ça a été d'autant plus accentué que les voitures qui étaient juste derrière n'étaient pas les habituelles, c'est-à-dire que Bottas était loin, Perez également, on se retrouvait avec les McLaren, on avait un petit peu Gasly qui était quand même sur la première ligne, ce qui n'était plus arrivé depuis des années, alors j'ai plus malheureusement la statistique, un Français en première ligne d'un Grand Prix, mais voilà, l'Alpha Tauri qui était pas du tout là où elle doit être, Verstappen qui est derrière, et on retrouve ensuite un petit peu mélangé, Alonso qui se retrouve un petit peu ses souvenirs de jeunesse, et qui sent pousser des ailes, et à juste titre, et cette dynamique, alors je reprends encore le terme, ce sera le terme de la semaine je pense, mais cet élan de positivité chez Alpine, qu'est-ce qu'il fait du bien vraiment, parce que c'est pas un coup de chance. Effectivement, Ocon, c'est un peu un coup de chance en Hongrie, mais il fallait quand même le tenir, cette victoire. Et c'est grâce à Alonso, parce que si Alonso a pu conserver Hamilton autant de temps derrière, c'est parce qu'il avait une voiture capable aussi de le faire, couplé à son talent, hein, entendons-nous bien. Mais là, voir Alonso remonter sur un podium, c'est un élan de fraîcheur, malgré qu'il ait ses 40 ans, mais de se dire, voilà, l'équipe peut fonctionner avec un jeune loup et avec un vieux briscard, encore une fois, qui est Alonso. Et quand on se disait, lorsqu'il prenait sa retraite avec la McLaren, il nous a tout montré, il aurait dû arrêter il y a longtemps, merci, bonsoir, un petit peu comme d'autres, Raikkonen, etc. En fait, non. Finalement, Fernand, avec une bonne auto, il est toujours très vite.
très très vite. Non, mais c'est ici, là, côté français, c'est vrai que il y a eu un petit élan, un petit élan affectif vraiment manifeste, comme quoi on est prêt à vibrer pour Alpine. Là, effectivement, entre le bon résultat, 3e et 5e, super, Ocon aussi, la belle entente, des mots sincères, affectueux entre Ocon et Alonso, on voit bien qu'il y a un travail d'équipe et que ça s'entend bien et que ça y est, il y a et qu'Alonso et ses équipiers, ça n'a pas toujours été des histoires d'amour, hein, ça a été très compliqué. Voilà, ils ont participé à la cérémonie du Ballon d'Or, t'as vu ça ? Oui, en Daft Punk, on les a vus arriver avec leur casque. Bon, Alonso s'est un peu demandé ce qui se passait, d'ailleurs, alors petite sortie d'une journaliste de l'équipe qui nous a quand même confirmé, alors je n'ai plus le nom de cette journaliste malheureusement, Karine Galli, qui nous a quand même sorti deux dingueries en 30 secondes, à savoir qu'Alonso prenait sa retraite à la fin de la saison et que il avait été champion du monde avec Ferrari. Alors je suis incapable de te donner quelconque palmarès dans d'autres sports comme le ski, le cyclisme, etc. Ce n'est pas mon domaine, mais je ne suis pas journaliste sportif et j'avoue que c'est quand même un petit peu difficile parce qu'elle se dit non mais moi je suis de l'époque Schumacher et bon, voilà, elle essaie de se rattraper. Il y avait un côté attendrissant et un côté un petit peu pris sur le fait. Maintenant évidemment les réseaux sociaux s'en sont emparés et c'était assez drôle à sa décharge. Mais voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement Alonso et Ocon présents pour remettre le Ballon d'Or, c'était inattendu. Enfin voilà, c'était la petite sortie genre voilà, je m'attendais à tout mais pas à Esteban et à Fernand. Mais voilà, c'est un joli clin d'œil. Bon, bah écoute, voilà, on pourrait dire d'autres choses, mais c'est un peu passé maintenant. C'est vrai qu'on a été déçus pour AlphaTauri, pardon. Voilà, qui va du coup peut-être perdre définitivement cette 5e place au constructeur si Alpine continue sur sa lancée. Donc attention, Gasly doit tenir tout seul une équipe qui ne va pas bien. La conclusion, c'est peut-être les pneus aussi, Pirelli, avec les pilotes qui ont été un peu loin. On a eu peur, effectivement. On n'a pas vu que les pilotes de tête avaient réagi. Est-ce que tu as craint un moment pour Hamilton, pour Verstappen, parce que voilà, Bottas, il était quand même à 33-34 tours alors que Pirelli en avait annoncé 27, pardon. Oui, c'est vrai que je me C'était stressant. Dit, oui, voilà, c'est ça. Il fallait rester un peu concentré, vigilant. Maintenant, bon, c'est arrivé une fois cette saison, Bakou, quand Verstappen, tout à fait. Donc oui, ça arrivera de nouveau. Silverstone l'an dernier, tout le monde s'en souvient. Bon, non, là j'ai pas été complètement inquiet parce que j'avais un peu pressenti que ce Grand Prix était parti de manière un peu implacable, un peu soporifique quand même si évidemment à notre niveau on se passionne pour tout. Mais c'est vrai qu'il faut être honnête, ça a été un cavalier seul et je pouvais pas imaginer qu'un coup du sort survienne en fin de course. C'était pas le scénario. C'était beaucoup trop calme pour que quelque chose comme cela arrive. Voilà. Bon, bah donc, on l'a dit, on va retenir notre souffle et puis on va vivre ces 2 derniers week-ends de Formule 1 de manière très intense, ça c'est sûr. Et donc la prochaine fois, pour le prochain numéro de Green White Checker dans 15 jours, on débriefera le titre mondial qui aura donc été attribué à 3 petits points, faites vos jeux, rien ne va plus comme on dit. Alors, on a appris la nouvelle donc du décès de Sir Frank Williams à 79 ans. Et nous voulions évidemment, Maxime et moi-même, en parler parce que c'est une des grandes figures de la F1. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire, avec un destin personnel qui sort un petit peu de l'ordinaire, avec notamment cette stature qu'il a eue pendant si longtemps, de ce personnage cloué dans son fauteuil à l'issue de cet accident de voiture qui fait qu'effectivement, quand une vie est un peu brisée quand même par un tel coup du sort, c'est sûr que c'est plus jamais la même chose avant et après. Le fait est que Frank Williams a toujours été présent sur les Grands Prix et que c'est un des grands monsieur de l'histoire de la Formule 1 qui nous a quittés. Donc évidemment, j'imagine que notre première pensée à tous les deux, c'est forcément un grand respect pour le personnage. Après, je ne sais pas si toi-même tu as des souvenirs. Moi, évidemment, je peux t'en donner dès l'année 79, si tu me permets de commencer. Mais alors, je vais m'asseoir, je vais prendre mon chocolat chaud, mes petits marshmallows et je vais t'écouter, vraiment. Non, mais bon. En 1979, donc, je vais à mon premier Grand Prix, j'ai 12 ans. Tu es loin d'être né encore, bien sûr, mais c'est le Grand Prix de Belgique à Zolder. Bon. Oui. À l'époque, les Williams sont là et montent en puissance, c'est incontestable. Et ce sont les voitures qui sont considérées comme les plus jolies. Pourquoi ? En 78, on a donc eu la Lotus 79, qui est pour moi la plus belle F1 de tous les temps. Et l'année qui suit, d'autres modèles sont arrivés. Lotus a développé une autre voiture qui est un petit peu moins belle. Et on se rend compte que c'est un peu la Williams qui cultive l'apparence de la simplicité en mode, effectivement, wing car à l'époque, avec un avant qui est légèrement, pour ne pas dire totalement inspiré par la Lotus 79, de 78. Mais elle est propre.
Mais c'est une équipe en devenir complètement. Il faut imaginer une petite cote d'amour qu'on a à l'époque pour Williams, en mode un peu Toro Rosso, AlphaTauri. AlphaTauri, à chaque fois je me trompe, c'est dingue. AlphaTauri maintenant, c'est-à-dire la petite équipe dont on sent qu'il y a du potentiel et que ça y est, ça peut franchir un palier assez vite, mais qui n'a toujours pas gagné, mais qui cultive une voiture qui est belle. Et une voiture belle, on a envie un peu de la supporter avec une équipe anglaise un petit peu jeune encore, où il y a du dynamisme, il y a un peu d'une nouvelle page qui pourrait s'écrire aux côtés des monstres sacrés que sont Ferrari ou Lotus ou Renault. Williams à l'époque, et effectivement, c'est l'équipe privée anglaise, un peu mécano, hein, tu connais la traditionnelle référence entre les grands constructeurs ou les mécanos. Bah, c'est vrai que Williams, c'est un peu à l'ancienne. C'est le dernier garagiste. Pour moi, c'était le dernier garagiste de la Formule 1. Les mécanos ou les garagistes, on est bien d'accord. Tout ça, c'est né dans un garage avec l'huile, avec l'odeur de l'huile, avec les mains qui sont salies. On met la main à la pâte, même pour le patron. On n'est pas plus de 10 mécanos à l'époque. C'est vrai. On n'est pas plus de 50 sur les Grands Prix, pas plus. Hein. Je rappelle qu'en 79, Guy Ligier, le patron de son équipe, ne va pas sur les Grands Prix en Amérique du Sud parce que quelque part c'est loin, c'est cher et il n'y va pas. Bon, ce qui semble maintenant complètement impossible à ne pas être sur le circuit quand tu es le patron de ton équipe, quoi. Bon. Donc Williams a cette image un peu d'une équipe qui ne demande plus qu'à frapper à la porte des grands. Et donc, cette première victoire, elle intervient, tout le monde le sait, en 79, et donc quelques semaines après ma visite à Zolder. Donc Claire Regazzoni gagne bien à Silverstone, ça je m'en souviens, ou alors c'est Brandsatch, mais je crois que c'est Silverstone, qu'à l'époque il y avait une alternance entre les deux circuits. Je dirais Silverstone également, de mémoire. Ouais, voilà. Et si je me souviens bien, j'ai pas vérifié, comme quoi tu vois, c'est très spontané notre discussion. Jones gagne 3 grands prix consécutifs aussi durant l'été pour Williams. Oui, donc voilà, donc il y a ça y est, Williams a effectivement crevé un petit peu le plafond de verre, et à ce moment-là, on a su que cette équipe était une grande et était une future grande. Et c'est évidemment les années 90. Moi, je suis sur place sur les Grands Prix. Là, ils sont imbattables avec ce que j'appelle moi l'époque Mansell d'Amonil. Je mets Alain Prost et Ayrton Senna un petit peu à part, évidemment, et on va en reparler. Donc voilà, moi, tu vois, mon souvenir, c'est d'abord un souvenir de vraiment jeunesse, la montée en puissance de l'équipe Williams, mais ça pose aussi des problèmes, et c'est le vrai problème qu'il y a toujours eu chez Williams, et je serai prêt à t'en parler après. C'est pas pour tempérer les hommages à Frank Williams, mais c'est qu'il y a toujours eu quand même des petites histoires en interne qui ont été un petit peu pénibles, on va dire ça comme ça, et dès 79, c'est révélateur. Claire Regazzoni gagne la première victoire dans l'histoire de Williams. Je t'assure, Maxime, que Frank Williams et Patrick Head ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils voulaient que ce soit Alan Jones qui gagne parce que c'était le pilote numéro 1. Et déjà, ça veut dire beaucoup. Hein. Mais il a quand même quelques sorties, quelques phrases qui sont restées quand même assez exceptionnelles dans son parcours. Moi, une des plus récentes et une qui m'a toujours fait sourire, et ça s'est prouvé à maintes et maintes reprises, même à l'époque forte de l'équipe, c'est-à-dire dans les années 90, c'est que le volant n'a pas plus de valeur que le pilote et vice versa. C'est-à-dire que il change de pilote comme il changerait l'élément d'une voiture ou un écrou de roue. Et ça ne plaît pas sans doute à certains sportifs qui ont l'ego surdimensionné qui est nécessaire pour être pilote de Formule 1 ou pilote de course. Et Frank Williams a toujours eu pour moi cette mentalité un petit peu pas calculateur mais froid, qui aurait pu même fonctionner avec McLaren, je trouve, en tout cas à la grande époque. Et même en ayant tous les moyens nécessaires, j'ai l'impression que à chaque fois il y avait un gros bouton don't push et que lui à la fin de saison il appuyait, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Alors je ne sais pas si c'est lui personnellement ou si c'est les dirigeants, les ingénieurs, enfin ceux qui travaillaient vraiment dans le garage, en tout cas dans l'usine. Mais voilà, Frank Williams a toujours eu ce sentiment de j'ai 2 possibilités, 2 choix et je vais faire le mauvais pour me donner un peu plus gros de challenge, tu vois. Et cette insatisfaction globale, générale en fait, qui l'a peut-être motivé, qui l'a amené à être le personnage qu'il est devenu au fil des ans, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, était toujours là. Tu vois, quoi qu'il arrive, il était présent, il a fait tous les grands prix. Alors il a commencé à arrêter il y a une dizaine d'années parce qu'effectivement la santé l'a malheureusement rattrapé, mais globalement, moi j'ai toujours vu quelqu'un assis sur le muret, proche des médias, des pilotes, mais très discret, très anglais. Donc il avait ce contraste justement entre
le patron qui maîtrise tout et le mec qui se dit bon attends je dois faire quoi là parce que je suis un peu, tu vois, c'est ce contraste entre je maîtrise tout et je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Et voilà, il y a plusieurs choses moi qui m'ont marqué dans le nom Williams. Alors ça parle un peu moins, mais je vais digresser un peu sur la Formule 1. Je vais te parler de Super Tourisme évidemment. Oui. Parce que dans les années 90, Renault, donc qui motorise Williams, a sorti la Clio Williams déjà en 92, si je ne dis pas de bêtises, une série limitée et va s'associer un peu plus tard à l'équipe Renault Sport. Et Williams préparera des Renault Laguna pour le championnat d'Angleterre de tourisme, au point même qu'ils vont réussir à être champions en 97 et en 98, du coup, avec menu avec Alain Menu, alors que Renault préparait des Renault 19 et des Renault Laguna un petit peu comme ça pour le championnat. La voiture se débrouillait pas mal avec Tim Harvey et Will Hoy, et finalement, c'est l'arrivée de Williams qui a amené cette surdimension au championnat d'Angleterre de tourisme, puisque derrière, on a eu Peugeot qui a suivi, Nissan, Ford, Vauxhall, etc. Mais les premiers gros constructeurs à avoir fait appel à une équipe de Formule 1, ça a été Williams. Après, il y a eu ProDrive, etc. TWR et WSR, mais vraiment, une équipe de Formule 1 qui s'occupait de voitures de tourisme, c'était démesuré, et le budget était énormissime. Et j'en amène, du coup, à cette petite histoire qui est racontée par Jason Plato, du coup, qui était pilote à l'époque, et qui a failli ne pas avoir ce volant, tout simplement, parce qu'il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de budget et il voulait absolument prouver qu'il était capable de piloter une voiture capable d'être championne d'Angleterre de tourisme. Ce qui n'était pas du tout le cas pour Plato à l'époque, qui était un gamin pas broyeur de châssis comme on l'a connu pour les 20 années qui ont suivi. Et du coup, il s'est rendu chez Williams, il a attendu dans sa voiture devant l'usine pendant des heures jusqu'à ce qu'il l'aperçoive, Frank Williams. Il est allé l'alpaguer à la sortie de l'usine en disant mais il faut que tu me prennes. Enfin, il lui a tenu un discours absolument limite un plaidoyer pour vraiment réussir à piloter. Il lui a laissé un CV. Et quelques heures après, il a été appelé et il était engagé le lendemain, ou quelques jours. Alors ça, c'est l'histoire un peu romancée, mais en tout cas, Jason Plato a réussi à convaincre Frank Williams de le prendre. Et Frank Williams aura dit plus tard, oui, finalement, pour comparer à ce que je disais tout à l'heure avec le volant, moi, un pilote ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il peut apporter à l'équipe en tant que plus-value à la voiture, pas en tant que personnage, image, etc. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu moi ce que je voulais dire de Frank Williams, ce qui m'avait marqué en tant que passionné de tourisme, c'est cette petite digression sur la Formule 1. Et évidemment, comme tu l'as dit, moi j'ai grandi avec Williams comme grande équipe. Après cette découverte que tu as vécue dans les années 70 et 80. En mode digression, on pourra rappeler que si BMW gagne Le Mans en 99, tu sais que c'est également l'année du siècle, c'est grâce à Williams tout notamment, à fait qui est aussi. derrière toute la mécanique et toute la voilà. Non, Frank Williams, je suis sincèrement persuadé que c'est quelqu'un de légendaire dans l'histoire de la Formule 1. Je le dis au niveau de Enzo Ferrari, Colin Chapman et Ron Dennis. Effectivement, c'est cette époque. Bon. Même si les deux premiers sont sans doute encore plus haut, mais bon, Dennis et Frank Williams partagent bon nombre de points communs et effectivement une passion, un dévouement à leur histoire, parce que ça part de très bas, faut être honnête. Oui. Bien sûr qu'après, ce sont devenus des chefs d'entreprise et des millionnaires et des chefs d'entreprise, oui, voilà. Mais à la base, ce sont effectivement des amoureux de la mécanique qui font le mécano dans leur garage et qui se retroussent les manches et qui chaque année essaient de repartir au combat et qui à force y arrivent. Donc là, on ne peut que s'incliner devant autant de passion et d'engagement pour y parvenir. Après, au niveau relationnel, on sait que par exemple Enzo Ferrari n'était pas tendre avec ses pilotes, avec Fangio ça s'est mal passé, alors d'accord, avec Gilles Villeneuve il y a une relation filiale, mais bon, c'est pas pour ça que ça a été l'amour fou entre Enzo Ferrari et ses pilotes. Chapman, pareil, bon, et Frank Williams, c'est ça qu'on peut peut-être lui reprocher, parce que nous on a une vision un peu romantique du pilote, et qu'on a une vision un peu, qui est pro-pilote, pro-champion, mais que Claire Regazzoni soit pas fêté par son équipe parce qu'il a gagné la première victoire de son équipe, ça fait mal au cœur. Que Carlos Reutemann échoue au titre mondial en 81 de manière misérable et qu'on a l'impression qu'il est jeté comme un malpropre de son équipe, on se dit c'est pas normal. Que Mansell, après son titre de 92, n'arrive pas à continuer avec cette équipe. Mais les années 90, les années 90, c'est typique. Tu fais le topo. 92, Mansell, viré. Enfin, il partait en IndyCar, mais bon. Voilà. 93, Sport. Également pour Prost. 94, bon, on sait ce qui s'est passé. 95, Damon Hill reste parce que c'est par défaut et que voilà. Il est champion finalement. Merci, au revoir. Voilà. Villeneuve, champion. Merci, au revoir.
Voilà, à un moment donné, parfois, ça a été, très dur dans les années 90, c'est-à-dire que quand il y avait une recette pour gagner sur plusieurs années, ça ne l'intéressait plus en fait, le challenge était complet. Par contre, tu parlais du relationnel, je me permets, parce que je veux vraiment parler de ça. Pour moi, il y a une autre personne qui est indissociable totalement, c'est Patrick Head. Patrick Head, moi, je ne vois pas une photo de Frank Williams sans qu'il y ait Patrick Head à côté, avec un calepin, avec un chrono, avec quelque chose. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu, alors je vais pas dire les deux vieux du Muppet Show parce que c'est un peu voilà, ça, réducteur, mais globalement, je trouve qu'en termes d'association de bienfaiteurs, ces deux-là ont quand même fait énormément de choses. Ils ont créé et amené des inventions et des technologies en Formule 1 qui sont dignes. Effectivement, tu l'as dit, Chapman, peut-être de Newey également avec Williams, hein, puisque Adrian Newey a travaillé chez Williams à l'époque où ils étaient champions du monde. Mais voilà, c'est cette suspension active, c'est cette manière d'interpréter le règlement, ces nouveaux ailerons en 93, les ailerons supplémentaires dans les circuits urbains, et ce nez absolument exceptionnel sur la monoplace de 2004, ce nez de morse, vraiment ces dents de morse là, qui est supprimé au bout de 3 Grands Prix parce que ça ne fonctionne pas. Mais bref, l'idée en tout cas, l'innovation, la recherche a toujours été un peu mise en avant chez Williams. Les premières voitures qui avaient les nez relevés aussi avec Benetton en 95, alors que tout le monde plongeait avec Ferrari. J'ai adoré cette époque, je te le dis. Et ces voitures sont magistrales. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Les bruits, alors on peut pas non plus dissocier le V10 Renault qui était sans doute le meilleur bloc de la décennie, vraiment, en termes de son. Même s'il y a le V12 Ferrari, que je vais me faire des ennemis, mais je trouve que pour moi le V10 Renault c'est le bruit du moteur des années 90. Voilà, Williams a parfois été a loupé des occasions, a raté le coche, a parfois eu des pilotes peut-être de seconde zone qui amenaient de l'argent, et ça a été le cas un peu pendant toute l'existence de l'équipe. Tu parlais de Reutemann, tu parlais d'autres pilotes qui avaient du talent certes, mais qui avaient aussi un petit peu d'argent. Des pilotes payants chez Williams, ça n'a pas toujours été le cas. Si vous suivez la Formule 1 depuis 15 ans, à part peut-être le regain de 2014, d'où ce polo en l'occurrence, avec un jeune Valtteri Bottas qui a fait des trucs exceptionnels avec une voiture alors qu'il est méconnu du monde de la Formule 1, et un Massa qui est gentiment remercié de chez Ferrari et qui trouve refuge chez Williams. Je trouve que ces années-là sont quand même la dernière belle page écrite par Williams en Formule 1, et elle était inespérée parce que finalement on pensait que Williams allait rester entre la 8 et 10e place tout le reste de sa vie, et le dernier succès c'est quand même Pastor Maldonado. Faut pas oublier ça, Pastor Maldonado qui est sans doute l'un des pires pilotes que la Formule 1 ait porté, et je le maintiens quand je dis ça, comme quoi avec comme dirait l'autre, sur un malentendu ça peut arriver, mais vraiment se dire ça et regarder les photos, les images de la victoire de Maldonado et de Frank Williams, tu vois Williams comme s'il gagnait son premier Grand Prix. Et je sais pas, ce body language, cette pose, cette manière d'être là en disant j'y ai encore droit, tu vois. C'était très très émouvant, quand bien même on peut se moquer de Maldonado. Et puis les pôles, il y a eu le Hülkenberg aussi en 2010. Il y a eu des petites étincelles quand même chez Williams en disant allez, l'équipe est quand même pas toujours morte. La phase où la gestion a été remise à Claire, Williams aussi sur la fin. Pas toujours très bien géré, il faut le dire aussi, mais est-ce que finalement elle aurait pu faire mieux que ce que son papa lui a appris difficile également? Et finalement, voilà, ici maintenant, depuis le début de cette saison, eh bien, l'équipe n'est plus officiellement aux mains de l'équipe Williams depuis le milieu de l'année passée, donc de la famille, pardon, Williams, et donc j'ose espérer, alors je ne sais pas pour toi, que la Formule 1 rendra un hommage digne de ce nom à ce monsieur. Oui, tu as raison. J'ai vu passer quelque chose, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que l'idée est plutôt sympa et good mood, avec l'idée de renommer le trophée des constructeurs trophée Sir Frank Williams. Et je trouve que ça aurait pu être une bonne idée. Je sais pas si Liberty Media est dans cette démarche-là vis-à-vis du passé, avec ce renouvellement perpétuel de l'image de la FA, mais en tout cas, moi je serais pas contre. Ça me scandaliserait pas. Non, on est bien d'accord. Moi, ça me faisait penser là, quand tu évoquais les périodes récentes, même les années 2000, on a tous été sensibles à Montoya, à Schumacher, à Nico Rosberg, qui aussi ont été chez Williams. Il y avait Jenson Button. Enfin, vous voyez, ça a amené quelque chose. Button qui a commencé chez Williams, qui a fait une super saison en 2000 et qui va se faire mettre dehors pour aller chez Benetton en 2001. Donc, enfin, voilà. On a l'impression que l'histoire s'est répétée. Mais c'est vrai que depuis Alan Jones, qui a été le premier vrai pilote Williams, qui était un pilote rugueux, qui faisait un peu qui allait au contact, etc. C'est vrai qu'il y a toujours eu un peu cette image chez Williams, qui a été polie dans les années 90, parce que là ils ont été imbattables. Et c'est vrai que la campagne 92 de Mansell, c'est peut-être la plus belle domination qu'une
une des plus belles dominations qu'on a jamais eues en Formule 1, mais là, ils étaient vraiment au sommet. D'un pilote plus que d'une voiture, parce qu'on peut parler de 88, etc. Mais vraiment, je trouve qu'un pilote au-dessus comme ça, Mansell était vraiment loin de pas 13. Ouais. Là, il faisait corps avec sa machine. Là, la FW12B, je crois que c'est celle-là, elle était avec Mansell, c'était l'arme absolue, parce que Patrese était moins flamboyant, on est d'accord. Mais là, c'était sublime. Mais après, j'ai adoré le titre mondial de Damon Hill. Alors moi, j'ai souvent côtoyé l'équipe Williams. Maxime, juste petit souvenir, puis on va bien sûr. Parce que j'ai couvert les Grands Prix de Formule 1 Antenne 2 à l'époque, France 2. Et puis, à un moment donné, le contrat s'est arrêté. TF1 avait négocié d'exclusivité. Mais les sponsors de la F1 se rendaient bien compte qu'en France, il n'y avait plus qu'une chaîne qui couvrait la F1, ça les embêtait un peu, donc ils organisaient, parce qu'à l'époque, on faisait des essais privés, et donc on était régulièrement invités. Et moi, je te cache pas que j'ai été souvent invité, via Rothmans, je le dis publiquement, à assister à des séances d'essais privés de Williams, et donc je suis allé souvent sur le terrain interviewer Damon Hill et Jacques Villeneuve notamment, là, les années 80. Et Williams tournait beaucoup au Castellet, je me souviens d'images d'Ayrton Senna qui testait beaucoup avant la saison 94. Je suis allé en Angleterre plusieurs fois. Bon. Alors, Patrick Head, tu en parlais, Patrick Head était souvent là et venait même déjeuner ou dîner avec nous quand il y avait un repas même officiel. Et là, tu voyais qu'au-delà du personnage un peu bourru, un peu fermé qu'il était sur les circuits, il y avait un mec qui dans le privé était un peu plus sympa, faut être honnête. Mais c'est vrai que Frank Williams et Patrick Head n'ont jamais dégagé une on pouvait sympathie pas dire débordante, des éclats de rire, exactement. Voilà. C'était un peu implacable, c'était un peu une main de fer quand même Et ça se sentait parce que dans la journée, quand tu interviewais Damon Hill, dans le stand ou dans l'environnement je te dire, ça mouftait pas quoi. Et on sentait bien qu'il y avait une autorité un peu naturelle de cette équipe qui faisait que même un Damon Hill, il se sentait un petit peu employé quoi. Effectivement, ça jouait pas les stars. Tout anglais qu'il est, mais c'est un petit peu ce côté on va à l'école avec un bel uniforme, mais quand on rentre, on tire la cravate et on court, on court en caleçon dans les champs. Bon, c'est un petit peu ce contraste. Il était sympa quand même. Je me souviens. Et c'est pas une image que moi j'aurais eu de Patrick Head. Je le voyais vraiment froid, fermé, toujours avec un petit crayon. Enfin voilà. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu 2 interviews cette semaine dans l'équipe. Il y a une interview d'Alain Prost et une mention de Jacques Lafitte. Jacques Lafitte, il dit, c'était pas un tendre. Voilà, il le dit de Frank Williams. Une fois, il a terminé un Grand Prix, il revient au garage, il n'y avait plus personne. Genre, on se foutait de sa course à lui. Voilà. Et puis, Alain Prost, on comprend entre les lignes, mais ça, tout le monde le savait et tout le monde l'avait bien vu à l'époque, qu'effectivement, cette année 93, d'accord, ça a été l'année de son 4e titre, mais ça n'a pas été une chose exceptionnelle avec une équipe où, au niveau relationnel, ça n'a pas toujours été simple avec Frank Williams. Alors, il y avait une émission, alors je ne sais pas, je ne connais pas, ma culture télévisuelle française c'est limité, mais dans les années début 90, il y avait eu un samedi sport, quelque chose comme ça, qui existait, une émission de 3 heures l'après-midi, qui avait été dédiée en 93 à Alain Prost, où il revenait sur sa saison justement, libéré de son contrat. Donc c'est-à-dire qu'il était non plus pilote Williams, mais retraité fraîchement. Et il expliquait qu'il y avait 16 Grands Prix et que les 13 premiers ça allait, mais qu'à la fin c'était vraiment... il allait au bagne, quoi. C'était vraiment très très compliqué pour lui, humainement, d'aller au bout. Il n'était pas non plus aimé, Alain Prost. Il faut savoir qu'il a volé... Alors on va faire un résumé, mais sinon on est là pour 3 heures. Mais il a volé un peu ce baquet à Ayrton Senna, alors que la Williams pouvait être championne du monde en 93 avec les interdictions, etc. Et c'était un milieu où les jeux politiques étaient déjà très importants entre Jean-Marie Balestre, Alain Prost, Ayrton Senna et les entités et le règlement. Cette volonté aussi d'améliorer les voitures au niveau sécuritaire, etc. Une démarche qui était quand même déjà bien lancée. Et globalement, Prost expliquait que, que ce soit lui ou un autre en début de saison, si ça avait été de nouveau Mansell ou Senna ou peu importe, tout ce que voulait Williams, c'était que la voiture soit championne du monde à la fin de la saison. Maintenant, c'est difficile d'en vouloir aussi à Frank Williams, cette démarche, finalement, cet écart, parce qu'il vient d'une époque, comme beaucoup d'autres, où on pouvait encore perdre des pilotes. Alors Chapman ou d'autres l'ont connu, Ken Tyrrell aussi. C'est vrai qu'on parlait de Ken Tyrrell également, ou Guy Ligier évidemment, mais voilà, on pouvait dire au revoir à un pilote lorsqu'il partait pour un tour chrono et ne pas le revoir 5 minutes après. Et c'est vrai que ça, Williams peut-être avait voulu garder cette distance vis-à-vis de ses pilotes encore dans les années 90, où on l'a malheureusement constaté, il était encore possible de disparaître. Là où justement dans le décès d'Ayrton Senna, je trouve qu'il a été très vite à l'écart, on ne l'a jamais entendu s'exprimer à ce sujet vis-à-vis de cette soi-disant modification, la colonne de direction, etc. Donc voilà,
l'équipe Williams qui a toujours eu peut-être le doigt accusateur de l'opinion publique sur sa tête depuis cette année-là et cet accident. Donc ça, c'est voilà, vrai, ça a été un drame en interne, ça c'est sûr. Ça a changé sans doute littéralement l'image de Williams en Formule 1. Ouais, tout à fait. Bon, allez, on va s'arrêter là, Maxime, parce qu'effectivement... là, on a été loin, là. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, ce que nous voulions dire sur Frank Williams, qui reste de toute façon à tout jamais, effectivement, un des grands monsieur de la Formule 1. Et évidemment, nous avons une pensée pour lui et toute sa famille et ses proches, effectivement, à notre modeste niveau. Allez, sans transition, je te propose d'abaisser le drapeau blanc et d'entamer la deuxième partie de notre émission. Allez, la Formule 1 donc, c'est fait. On passe maintenant à un autre championnat du monde prestigieux, le championnat du monde des rallyes, le WRC. Et le grand 8, vous le voyez là dans ce drapeau français au milieu, ce grand 8 pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Alors tu sais que moi c'est une expression que j'ai déjà certainement employée et que tu la connais, mais je la réemploie en WRC. Et à la fin, c'est Sébastien qui gagne, et en l'occurrence Sébastien Ogier qui nous a encore fait un peu une Ogier. J'en ai parlé évidemment dans l'Afterlap, le podcast du Sport Auto avec mon consultant rallye Guillaume Lafay, où à chaque fois nous constatons que le patron, au bout de l'histoire, le patron, celui qui est implacable, là aussi, c'est un terme qu'on a employé tout à l'heure, mais qui est implacable par son efficacité, par son engagement, par sa gestion de tous les paramètres, c'est Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, car on se rend bien compte que le duo était effectivement vraiment un duo performant. Et donc ils sont encore champions du monde à l'issue d'un rallye Monza qui a été intéressant, mais où Elfyn Evans n'a pas pu aller chercher la référence absolue qu'est Sébastien Ogier, effectivement, qui n'est pas le recordman en nombre de victoires en rallye et en nombre de championnats du monde, on le sait maintenant, et il ne le sera jamais, mais il en est tout proche, et encore une fois, il a été bluffant, et nous, je te cache pas qu'au niveau français, on est admiratif, effectivement, de cette réussite professionnelle exemplaire du duo Ogier-Ingrassia. Comment vous le voyez, vous, en Belgique ? Je t'avoue qu'on a un peu moins cette ferveur naturelle pour Loeb, pour Ogier, pardon, puisque Loeb était le premier. C'était un peu la nouveauté de cet étalage de talent rallye après rallye. Non, moi, Sébastien Ogier, j'en ai tiré beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour son adversité, la variété dans les contrats qu'il a pu avoir et sa capacité à s'adapter à une nouvelle équipe très rapidement chaque fois qu'il a été champion du monde, parce qu'il est quand même passé par Ford, par Citroën aussi. Et avec le succès qu'on lui connaît, en ayant d'abord eu à prendre la succession de Loeb, ce qui n'était pas facile quand même, même si ça a frité un petit peu entre les deux lorsqu'ils étaient équipiers, on s'en souvient, avec les torts d'un côté ou de l'autre, ça c'est pas la question, mais je trouve qu'effectivement ici, on compare peut-être ça facilement à la Formule 1, mais le patron, ça reste Ogier, et je vois que l'année prochaine, ça risque d'être aussi intéressant pour les quelques fois où on le reverra. Est-ce qu'il viendra vraiment avec une autre démarche, avec un autre copilote, puisqu'on sait que c'est terminé du coup également avec Julien, mais on le sait plus que jamais, là où le sport automobile est un sport individuel, en rallye c'est une équipe qui gagne, et je pense que avoir cette association qui a aussi bien fonctionné, c'est admiratif, quand bien même on n'est pas français ici, on admire et on respecte énormément ce qu'a fait Ogier, parce qu'au-delà de la manière, au-delà du style, au-delà du charisme, puisqu'il est quand même un petit peu parfois un petit peu plus sympathique, un peu plus ouvert que ce qu'a pu l'être par exemple Loeb. Dans sa carrière, il était toujours très froid, très quand il parlait avec la presse, c'était toujours A plus B égale C, tu vois, c'était très très cadré. Un peu plus de sympathie pour Ogier, et il a quand même battu quand même pas mal de pilotes dans toutes ces années de championnat du monde, et je pense qu'il peut partir, comme tu l'as dit, certes pas avec les statistiques en sa faveur, mais en ayant plus que jamais marqué la discipline, c'est clair. C'est marrant ce que tu viens de dire, parce que nous en France, Loeb est au contraire considéré comme un mec super cool, super abordable, et Ogier comme effectivement un peu plus froid, un peu plus arrogant, un peu moins bon. C'est pas complètement vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, puisque Loeb c'est un professionnel et un génie du pilotage, mais que j'ai pas toujours trouvé une disponibilité énorme, une totale bienveillance de sa part. Ogier, c'est clair, n'a jamais été quelqu'un vers qui t'allais lui taper dans le dos. Il n'y a pas de familiarité, il y a une petite distance qu'il met aussi naturellement. Donc, il apparaît moins sympa que Loeb, mais je crois sincèrement, et là, je veux vraiment pas commencer à distribuer des bons points, c'est pas mon rôle, mais il est plus intéressant que Sébastien Loeb en interview. C'est vrai que c'était un petit peu plus fouillé, c'était un petit peu plus réfléchi, un petit peu plus analysé, là où un Loeb,
souvent, et c'est le reproche entre guillemets qu'on pourra toujours faire à Loeb, c'est d'avoir gagné 9 années de suite sur Citroën. Effectivement, il y avait un côté quand même machine qui déroulait toute seule. Là où Sébastien Ogier, quand il va chez Ford, chez M-Sport, je veux dire. Oui, c'est M-Sport, c'était pas Ford, oui. C'était plus Ford. Oui, c'était M-Sport. Donc, ok, il a triomphé chez Volkswagen. Là, ok, c'était chez un grand constructeur. C'était écrit pratiquement. Ça, on est d'accord. Mais quand il va chez M-Sport, alors là, moi, j'en reste admiratif à un niveau hallucinant parce que là vraiment, fallait le faire. Hein. Est-ce qu'il a véritablement travaillé en une semaine ce que tu fais à peine sur un hiver en termes de développement? Je sais pas ce qu'il a apporté depuis. Alors j'ai cité les marques, j'ai pas cité Volkswagen tout à l'heure effectivement, mais je sais pas ce qu'il a amené de son expérience chez Volkswagen. En tout cas, quand il arrive chez M-Sport, moi je me dis c'est bon, là on est tranquille pendant quelques mois avant que ça marche. Non. Non, ça gagne au Monte-Carlo tout de suite, ouais. Et ça réussit à gérer la saison parce que je crois qu'il y a une année, il gagne que 2 rallyes sur l'année, donc effectivement. Mais sa régularité est là. Et oui. Ça, alors, c'est aussi un gros talent. Il a toujours pesté, et ça c'est sûr, ça a été la plus grande frustration de sa carrière sur sa position d'ouvreur le vendredi qui l'a pénalisé. C'est vrai. Mais on se rend compte que au-delà du coup de gueule dont il ne pouvait pas, sur lequel il ne pouvait pas résister, parce que là c'est là, il a toujours eu la petite case dans le cerveau qui disait bon bah ok, assure maintenant la 4e place ou la 5e, et ça fait des points à la fin de l'année quoi. Et oui. Les choses que n'a pas toujours pu faire d'autres pilotes. Enfin, je pense évidemment à Thierry Neuville, bien sûr. Oui. Et c'est vrai, quand on regarde le bilan de la saison, il n'y a pas vraiment eu match derrière les Toyota entre Evans et Ogier. On a toujours su, c'est facile à dire, mais même quand Neuville gagne finalement Ypres 2 rallyes, bon, voilà, c'était très essoufflé, voilà, c'était un petit peu par défaut, j'ai envie de te dire. Oui. Maintenant, moi j'ai eu quelques déceptions cette saison. Enfin, Katsuta qui avait fait aussi de grands débuts et qui s'est effondré. Craig Breen qui est revenu un peu de nulle part. Adrien Fourmeau qui pourrait peut-être être le futur du rallye français, à savoir peut-être le futur Ogier, même si c'est très difficile à dire. Et de faire des comparatifs. Qui se détachent. C'est Fourmeau et Rossel. Non, Rossel. Je parle en français. Johan Rossel, qui a gagné le titre en WRC3. Fin de la parenthèse. Oui, c'est vrai. Mais bon, laissons-lui encore peut-être un peu de temps avant de faire ses gammes. Mais je trouve qu'Adrien Fourmeau, il faut pas lui brûler les ailes trop vite et le mettre dans un top team où il va pas avoir l'expérience. Je pense que fin de cette année 2022, là, on pourra peut-être envisager quelque chose de véritablement sérieux pour Adrien. Et alors, au-delà du fait que sur les réseaux sociaux, il est beaucoup plus adapté, bon c'est générationnel, on n'en veut pas, absolument pas à Sébastien Ogier, mais beaucoup plus proche du public via Twitter, etc. Je trouve qu'effectivement Ogier est une des dernières générations de, comme on dit, alors c'est peut-être un petit peu familier, de daron, tu vois, de papa, de père de famille, de gestionnaire vraiment d'équipe, là où aujourd'hui tous les jeunes qui sont derrière, et j'y inclus même Ogier, et même Dani Sordo, même si Sordo est plus tout jeune non plus, je trouve que voilà, il y a ce renouvellement de génération où Ogier était le dernier survivant peut-être d'une génération. Alors, il y aura Loeb évidemment qui reviendra et lui aussi plus tard, mais je sais qu'entre ce qui est prévu chez Ford, chez Hyundai, etc., mais on va devoir maintenant prendre l'habitude de parler de Rovanperä, de Solberg, de Katsuta, même de Greensmith à la limite, même si on voit que, encore une fois... Bon. Même Tanak ou Neuville, et voilà, c'est encore des jeunes. Donc la transition, elle n'aura pas le temps de se faire, et je pense qu'on aura très vite, une fois qu'Ogier ne sera vraiment plus là du tout, une nouvelle mentalité dans le rallye, et ça va avec les changements de réglementation aussi pour les années à venir, puisque c'était aussi le dernier rallye des WRC tels qu'on les connaît. Moi, je sais que tu es à la commande de l'émission, mais petite question, je me permets quand même. Que penses-tu, que tires-tu comme bilan de cette génération de WRC ? Est-ce que tu as le même sentiment? Alors je te donne vite mon sentiment. Est-ce que pour toi c'est la plus réussie depuis le groupe B en termes de son esthétique et spectacle pour le public? Oui, je réponds comme ça là, à brûle pour point. Je nuance un petit peu parce que moi, si tu veux, qu'une Yaris, j'ai rien contre Toyota, mais bon. Ouais, ça va, j'ai compris. Voilà, une Yaris, même si elle est WRC et qu'effectivement elle est un peu bodybuilding. Bon, ça me fait pas rêver. Et une i20 Hyundai, pareil, quoi. Donc, effectivement, quand on a connu des Subaru Impreza ou des Toyota Corolla ou je sais pas quoi, non. Là, effectivement, je peux absolument pas contrer cet argument qui est, je pense, l'argument ultime. Tu as raison. Donc, non, j'ai suivi ça en ne m'interrogeant pas de manière existentielle sur cette époque. Non, ces voitures font pas complètement rêver. D'accord. Maintenant, qu'on le veuille ou non, le rallye me fait rêver parce que ce soit une Yaris,
Le ton avec lequel tu le dis. ou effectivement une Celica, une Corolla dans les années 90 où j'entends les de Oriol arriver ou Sens dans la forêt au Pays de Galles, etc. Là, c'était mythique. Là, ça me faisait pas vibrer en les entendant. Mais le fait est que quand je vois Tanak dans une Toyota Yaris prendre un virage, parce qu'il y a 2 ans, Tanak, il était vraiment au-dessus du lot, c'était fabuleux. Et quand je le vois prendre des virages autour de Corse ou je sais pas quoi, tu dis waouh, c'est génial, c'est fabuleux, quoi. Même si c'est qu'une Yaris. Voilà. On l'a vu en Finlande cette année, c'était aussi très impressionnant, même si ça reste, comme tu dis, des petites voitures. Hâte de voir l'avenir, du coup, avec l'hybridation. Alors, petit mot très rapide, on en fait quelques parenthèses dans cet épisode, mais bravo à Guillaume de Rieder, qui est champion du monde de Division 2 de rallycross électrique. Voilà, donc cocorico pour les Belges. Il faut bien que vous ayez un Belge quand même, parce que on vient de parler de Prost, on vient de parler d'Ogier, et on va parler de Yann Erlaché dans 2 secondes. Donc, mais on aurait pu parler de Fred Verwich, et je vais en parler. Bon, d'accord, ok. Allez, on enchaîne avec la dernière partie de l'émission, le reste, mais en mode noble quand même, évidemment, de d'autres disciplines dont on va parler, c'est le drapeau checker, le drapeau damier. Allez Maxime, tu tiens bon encore le coup de cette émission qui est solide. Voilà, je rappelle que maintenant Green White Checkered est en exclusivité sur ta chaîne YouTube, Maxou le pilote, qui a fêté son 3 millième abonné. Non, peut-être un peu moins quand même. Un peu moins, ouais. À 45 000 près, on est bon. Bon, ok. En tout cas, c'est sur Maxou le pilote et c'est tout à fait normal. Et on vous remercie encore une fois de nous suivre et de nous adresser vos commentaires. La dernière partie de l'émission, dans quelques instants, je vais parler du Supercars, mais c'est toi qui vas commencer. Mais encore pour parler d'un champion du monde français. Donc, Yann Erlaché a réussi à doubler la mise et a donc enchaîné sur un 2e titre consécutif en ce qui le concerne en WTCR. Alors attention, parce que là, je vais soulever des points. Ouais. Alors, 2e titre effectivement pour Yann Erlaché avec les Linkenko qui ont cette année été grandement aidés par la fameuse balance de performance qui leur a donné un avantage qui n'est pas du tout négligeable. En fait, on réévalue toutes les 3 manches la BOP des voitures. C'est-à-dire que c'est pas à la course ou comme en BTCC où on met un peu les poids à la course même. Ici, toutes les 3 manches, on se dit ils sont trop forts, donc on va baisser, on augmente le poids, la bride, etc. Sauf que en 3 manches avec 2 courses par week-end, t'as le temps de prendre des points. Ce qu'a fait Linkenko du coup au cours de cette saison. Alors, il y a beaucoup de pilotes qui sont imposés cette année, au moins une victoire pour quand même. Pour 6 pilotes, si je ne dis pas de bêtises. Même si Yann Erlaché est titré champion du monde, il n'a remporté que 2 épreuves sur un calendrier quand même assez dense. Et surtout, il a profité, je le disais, de la BOP de cette Linkenko qui a toujours été plus ou moins correcte. Là où d'autres ont énormément souffert, je pense donc à Seat, donc à Cupra finalement avec la nouvelle Cupra qui depuis l'année passée a dû attendre ce week-end qui était à Sochi pour gagner parce qu'il n'avait rien gagné de la saison. Victoire de Mikel Ascona en course 1, les jeunes espagnols qui pour moi est un talent exceptionnel, et le bon vieux Robeuf qui est sorti de sa retraite pour revenir donner un coup de main à l'équipe Cupra et qui s'impose donc 2 victoires Seat aux 2 dernières courses, mais avant ça rien du tout. Et tout au long de la saison, on a eu des avantages soit à Linkenko, soit à Hyundai avec le team Sébastien Loeb et le team le team Henschler. Pourquoi Sébastien Loeb ? Je confonds avec le TCR Europe. Le team Henschler donc et le team officiel BRC Hyundai de notre ami Andrea Adamo qui se sont un petit peu partagés les victoires tout au long de l'année. Et le 3e larron, c'était Come To You Racing, l'équipe belge qui engageait 4 Audi, dont 2 officiellement soutenus par Audi Sport. C'est un peu comme Monte, etc. Tu vois, on cache un petit peu le côté Audi usine. Bon. Ouais. La saison a été marquée par l'arrivée de pas mal de rookies, de pilotes qui se sont confirmés, notamment Santiago Urrutia, le pilote uruguayen qui a fait 2 courses où il était vraiment au-dessus avec la Linkenko cette saison. Donc lui, qu'on n'attendait pas forcément, tu vois, c'est un peu le José Maria Lopez, tu vois, à la base on le prenait parce qu'il vend des voitures en Argentine, finalement il a le titre. Eh bien Santiago Urrutia l'année prochaine pourrait être vraiment à surveiller parce que c'est une des bonnes révélations de cette saison. Il roulait déjà l'an dernier pour l'équipe chinoise. On retrouve Gilles Magnus. Alors Gilles Magnus, c'est vraiment une très belle histoire là aussi. Le pilote belge qui roulait chez Come To You en TCR Europe. Lorsqu'il y a eu le Covid, la saison du championnat du monde s'est uniquement déroulée en Europe et il a migré d'un championnat à l'autre. Cette année, il a fait une démonstration assez incroyable. Il s'est imposé une fois, il a fait une pole position également. Donc Gilles, c'est vraiment pour moi un très bon talent belge qu'il faut surveiller parce qu'il avait une voiture qui souvent lui permettait d'être devant en qualification, mais en course, tu vois,
il s'effondrait, et on l'a encore vu ce week-end, à un moment donné, il est 2, 3e en course, il finit 5, 6e parce qu'il n'arrive pas encore à bien gérer, donc laissons-lui du temps, mais il y a des choses qui peuvent encore se faire avec Magnus dans l'avenir. Et surtout devant, on retrouve la famille Muller, avec donc Yvan Muller indétrônable et Yann Erlaché qui fonctionne très très bien en se partageant donc chacun de victoires. Fred Vervisch de succès également. Et Jean-Carl Vernet donc avec la toute nouvelle Hyundai Elantra qui remplace les i30, qui s'est particulièrement bien débrouillé pour sa première saison, cette voiture. Une 3 volumes, hein, on retrouve un petit peu cette mentalité-là en WTCR, et surtout une conclusion de saison qui s'est faite à Sochi sous la pluie, sur un circuit qui n'était pas vraiment connu de la part de tous ces pilotes, parce qu'habituellement on va à Most, on va sur des circuits un petit peu plus méconnu, on va dire, en WTCR, oui. un peu plus. Voilà, on est allé à Pau Arnos par exemple cette année, qui n'était pas du tout prévu parce que le Grand Prix de Pau a aussi été annulé. On va à Villarreal, qui est un circuit urbain au Portugal qui est monté que pour le WTCR et rien d'autre. Il y a Ningbo en Chine aussi, qui a été un circuit qu'on connaissait pas du tout, qui a fait un petit peu parler de lui. Bref, pas de Macao. Pas de Macao cette saison. Parce que c'est vrai que ça a eu lieu, Macao. Ça a eu lieu aussi, mais bon. À part pour casser des voitures, je vois plus vraiment l'intérêt du WTCR, même si je respecte énormément la discipline et Macao. Donc ce bilan s'est fait avec une lutte pour le titre lors des 2 dernières courses ici en Russie. 6 pilotes pouvaient être titrés, et celui qui est arrivé en maître absolu, c'est Yann Erlaché, qui était dans un fauteuil. Alors il a vraiment fini dans un fauteuil, parce que le côté un petit peu théâtral en WTCR est toujours très, très bien mis en place par Eurosport. Donc la course, l'avant-dernière course de la saison débute sous des trompes d'eau. Esteban Guerrieri se pulvérise dans les Tech Pro tout seul comme un grand en allant dans la peinture. On neutralise la course. La course passe de 9 à 11 tours. Et finalement, Yann Erlaché, bien entouré par toute son équipe autour de lui, arrive à sécuriser une 7e position, mais surtout pour pouvoir continuer à avoir des espoirs de titre, le pilote belge Frédéric Vervisch devait gagner cette première course. Malheureusement, il va échouer à la 4e place finalement, puisque Ascona est exceptionnel. Il prend la tête dans le dernier tour en dépassant Jean-Carl Vernet parce que la piste a séché et que la pression des pneus est trop forte sur la Hyundai. Bref, une course vraiment très cool, très très sympathique. Et finalement, on arrive avec un Yann Erlaché qui se classe 7ème et qui a suffisamment d'avance au niveau du classement pour être titré, et donc remporte son 2e titre de champion du monde consécutif. Avec la manière, alors je disais c'est-à-dire que cette saison a été particulièrement ouverte, particulièrement indécise, et le WTCR reste un spectacle intéressant. Même s'il y a encore des défauts, je pense notamment à cette règle de BOP qui pour moi est totalement débile et qui devrait être faite à la limite après chaque course. Faut pas oublier qu'on a des pilotes comme Yvan Muller qui sont 4e au championnat, qui n'a pas gagné une course cette saison, Yvan. Et il est devant Santiago Urrutia qui en a gagné 2. Donc voilà. Guerrieri, qui est le mieux placé des pilotes avec une Hyundai, celle du team allemand Olinkel, pardon. Il a rien gagné Guerrieri, alors qu'il se battait pour le titre avec Michelis les 3 dernières années. Donc il y a vraiment un problème de BOP et de réglementation dans ce championnat qui malheureusement devient un petit peu une parodie, une scène un petit peu théâtrale à chaque fois. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Au global, l'équipe Sion Racing, donc l'équipe Linkenko officielle, remporte le titre devant Come To You, son équipe Audisport, et Gilles Magnus, qui termine 10e du général avec une victoire, est également champion du trophée des indépendants, le Junior Trophy. Donc on verra. La suite, ça se déroule déjà en 2022. Alors je n'ai pas les dates exactes, mais je sais qu'on redémarrera avec un calendrier un peu plus intense. Je donne un petit peu tout ça. Donc on retourne à Pau, ça c'est vraiment cool pour le Grand Prix de Pau. Pau-Ville, on ira au Nürburgring en Hongrie, le circuit Aragon évidemment en Espagne, Villarreal, j'en parlais, au Portugal. De retour aussi à Sochi. Alors, un nouveau circuit, le Inje Speedium en Corée du Sud. Pas encore entendu. Ningbo en Chine. Et là, le retour pour la grande finale à Macao. Donc, un calendrier pour l'instant composé de dimanche, de 20 courses. Il n'y aura pas d'évolution au niveau du règlement. Il n'y aura pas de nouvelles voitures annoncées. Donc, on va continuer sur cette dynamique de 2020 qui était plutôt intéressante. Bref, un championnat que j'ai toujours beaucoup de plaisir à suivre, même si parfois on se dit c'est un peu dommage, ces réglementations qui ne sont pas tout à fait adaptées et surtout qui stagnent depuis quelques années. Voilà. Bon, bah écoute, là je crois que c'était vraiment complet. Cette analyse à l'année prochaine, pointue, pointue du WTCR, et donc Yann Erlaché, champion du monde. Je ne peux que vous renvoyer à l'interview que j'avais faite de lui l'an dernier pour son premier titre. Tu en feras peut-être une cette année s'il est un peu disponible. On verra. Parce que là, comme ça se termine beaucoup plus tard que l'an dernier, hein, effectivement, donc du coup, faut
parce qu'on va tout de suite se retrouver pratiquement à Noël encore avec les bilans, tout ça. Bon, bref. Écoute, je vais enchaîner avec le Supercars, juste pour dire que là aussi, nous avons titré donc le champion 2021. Il est français ? Donc, non, il est néo-zélandais. Aucun effort. Il est australien non plus, voilà. Donc, c'était le fameux 4e week-end de suite de Sydney Motorsport Park. Ça a vraiment été le feuilleton du mois de novembre. Et 2 courses. Alors là, ils avaient modifié le planning. Oui. On avait eu les courses, 3 courses par week-end. Là, ils avaient décidé d'en faire que 2. Façon Adélaïde à l'époque, tu sais, oui. Courses de 2 heures chaque jour. Voilà, c'est ça. Donc c'était très bien, ça, au niveau de l'idée, c'est sûr. Sauf que, évidemment, la première a bien eu lieu. Pole position d'Anton De Pasquale, qui continue sur sa lancée. Mais victoire de Shane Van Gisbergen, qui là remet un coup de poing sur la table en disant « Le patron, c'est moi ». Et contrairement à la dernière fois où avec Jamie Whincup, tu te souviens, on en avait suffisamment parlé, c'était frité, un peu disputé, frité sur scène. Là, Whincup s'est mis derrière son coéquipier. On a quand même eu le sentiment que Whincup remettait les pendules à l'heure en disant non, mais j'avais un peu exagéré la semaine dernière. Là, c'est toi qui gagne. C'est vrai, on a tous eu ce sentiment-là. Donc Van Gisbergen a gagné devant Whincup. Et ce que personne n'avait prévu, c'est que le lendemain, la course a été annulée parce qu'il a plu, des trompes d'eau. Façon spa. En fait, ils nous ont fait une spa, le Supercars, sauf qu'à la fin, donc ils ont fait 5 tours derrière le safety car, drapeau rouge, sauf qu'au bout d'un certain temps, entre la nuit qui tombait, le fait que les équipes, il y avait de la route à faire, il y en a qui ont pas revu leur famille, leur famille depuis longtemps, puis qu'il fallait aller à Bathurst, bref, c'est jamais reparti, et à la différence de Spa en F1, le résultat n'a pas été entériné. C'est une bonne chose, je trouve. Oui, c'était voilà. Donc, de fait, il n'y a eu qu'une course ce week-end. Et avec ces 347 points d'avance, si je ne m'abuse, et donc Shane Van Gisbergen, mathématiquement, ne pourra plus être rejoint, puisque c'est 300 points, l'allocation de chaque meeting en Supercars. Donc, c'est fait. Van Gisbergen est bien donc le champion 2021 du Supercars. 2e titre, seulement à la rigueur, pourrait-on dire, dans sa carrière. Et il a même attendu 5 ans pour aller le cueillir, ce 2e titre, parce qu'il l'avait remporté en 2016. Mais au milieu, on le sait tous, il y a eu la période Scott McLaughlin. Cela étant, il nous a fait une McLaughlin, parce que Maxime, tu connais peut-être les chiffres. C'était la 29e course cette année qui a eu lieu donc le samedi. La 30e n'a pas eu lieu, mais 29 courses. C'était la 14e victoire de Van Gisbergen cette année. Bon, voilà, je t'ai tout dit. À un moment donné, c'est clair. Voilà, c'est une course sur 2, il l'a gagnée cette année. On sait qu'il en avait gagné 6 ou 7 de suite en début d'année. Non, il a toujours été en tête du championnat. Il a gagné les 2 tiers des meetings. Il a toujours été devant et dominateur globalement, donc il n'y a rien à dire. Je vois pas qui pourrait venir là nous dire le titre n'est pas mérité pour Shane Van Gisbergen. Donc ça c'est fait, et donc il ne reste plus qu'une course un peu en mode festival, c'est Bathurst qui a lieu dans quelques jours en ce qui nous concerne. Donc je te propose que dans 15 jours on en reparle un petit peu. Bien évidemment. Mais voilà, ça sera la 31e course, même si ce sera que la 30e effective de l'année. C'est vrai. De la saison. Et c'est vrai que ça sera en mode feu d'artifice, avec Van Gisbergen associé, je te le rappelle, avec quand même Garthander. Oui. Donc c'est pas n'importe qui, un ancien champion Supercars. Et Whincup, lui, qui sera donc associé à Craig Lowndes, là aussi dans la série équipage mythique. Il y a des belles miniatures à sortir pour le Bathurst de cette année. Il y aura encore des belles choses. Ouais. Mais voilà donc pour le Supercars qui a donc finalement livré son verdict, même s'il reste la plus belle course de l'année à disputer en mode un peu festival. À 2 doigts de se faire une viewer party quand même sur cette finale. Ça. Bon, c'est tard, il faut prévoir le café. Mais oui, Bathurst, moi je serai devant mes écrans, n'en déplaise à mon patron. Bon, je crois que c'est tout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Mais non, écoute, c'est assez complet. Je pense qu'on a évoqué un petit peu toute l'actualité. En Formule E, moi, j'ai bientôt la reprise du championnat au mois de janvier. Il y a quelques news qui tombent avec quelques nouveaux pilotes. Les livrets sont présentés, etc. Non, on attend maintenant la conclusion de dernier grand championnat. Finalement, c'est la Formule 1. On a déjà eu la conclusion en NASCAR, en IndyCar, bref. Tout se conclut un petit peu partout. Il ne reste plus que la Formule 1 à déterminer, je pense, en termes de titres cette année, vraiment, vraiment importante. L'endurance, c'est derrière nous aussi. On a parlé beaucoup de Bahreïn lors de notre dernière émission. Et finalement, je trouve qu'on a eu une saison au global plutôt normale. Alors c'est un terme un peu générique, qui se prolonge, mais qui se prolonge tardivement jusqu'au mois de décembre. Ouais. Voilà. Mi-décembre pour la conclusion de la F1, ça fait un certain temps que c'était pas arrivé, ça c'est sûr. Dis donc, je profite c'est vraiment très spontané entre nous. C'est quelle voiture là sur le tableau qui est derrière toi contre le
Alors, c'est une BMW 3 litres CSL et c'est l'illustration d'un documentaire qui s'appelle Adrénaline, c'est marqué là en dessous. C'est 123 minutes dédiées à l'histoire de BMW en super tourisme. Un super documentaire qui est disponible chez Screen Video. Je vous invite vraiment à le voir ou à le louer, ça coûte 5-7 balles sur, je pense qu'il est sur Amazon même. Et on a à l'époque l'intervention de toute l'explication de BMW avec le Junior Team, l'arrivée en Formule 5000, en Formule 3000, la F1, etc. Mais surtout sur l'histoire du tourisme. Et donc, évidemment, on parle de l'arrivée aux États-Unis. Alors, celle-là, c'est celle qui a gagné Daytona et qui est arrivée, je pense, en 60. Alors, crise du pétrole, aide-moi, 74, 75, 73, je dirais. Mais 74, en tout cas, en IMSA, puisqu'il n'y avait plus de compétition avec la crise du pétrole en Allemagne. D'accord. Et puis, on retrouve des gens qui ont disparu depuis, malheureusement, notamment Charlie Lamb, qui était là, Grounds, qui était aussi un grand monsieur, et puis évidemment les pilotes Steve Soper, Spengler, Farfus et tous les autres qui ont fait les belles années de la marque bavaroise. Donc vraiment très très sympa, je vous le conseille, l'adrénaline, et c'est bien joué parce que le décor s'étoffe un petit peu. Vous allez voir, j'ai une plaque un petit peu, bon, c'est du tabac, hein, c'est pas bien, fumé pas, c'est pas bon, mais là il y a quelques voitures de Jackie X aussi qui vont bientôt être aussi ajoutées, et voilà, écoute, ça évoluera dans les semaines à venir, vous le verrez dans les prochains épisodes de Green White Checkered. Allez, bah écoute, on va se quitter là. Je Tout te à fait. remercie beaucoup. C'était vraiment très intéressant aujourd'hui. C'était bien complet. Et bah d'ores et déjà, on vous donne rendez-vous, chers amis, dans 15 jours. Tout et à fait. Là, effectivement, nous débrieferons complètement ce final de la Formule 1 qui nous réserve peut-être de grandes surprises. Oui, c'est ça. Là, on attend de voir. Bon, allez, porte-toi bien, Maxime. Portez-vous bien, vous tous. Et à très bientôt dans Green White Checkered. Salut! Salut!